La parole est à Madame Bérangère Bonte. Bonjour à tous. Alors le Qatar, moi je suis venue par le biais d'une espèce humaine un peu particulière qui est la classe politique française, hommes et femmes. Et c'est une enquête que j'ai menée pendant 1 an et demi avec ce prisme-là. Le rapport qu'entretient cette classe politique française avec le Qatar, qui est une relation assez unique, qui est une relation ancienne. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais ça date. Les Français arrivent là-bas dans les années 30 du siècle dernier, évidemment, pour le pétrole. Mais Pompidou, dès le début, dès l'indépendance, dans les... Je n'ai pas l'habitude des micros. Vous m'entendez mieux ? Bon. Donc présence française qui est évidemment très ancienne. Pompidou, dès l'indépendance, a noué des relations diplomatiques avec le Qatar. Giscard après lui, François Mitterrand, Jacques Chirac. Alors on a beaucoup parlé de Nicolas Sarkozy et on en parlera, mais ces relations ont continué. C'est vrai que Nicolas Sarkozy sans doute les a renforcées. On a parlé de la Libye, ça a été le moyen pour lui également de renforcer, de renouer avec la Syrie par l'entremise de l'émir du Qatar. C'est une période importante. Je vais essayer de vous dire ce que j'ai perçu en fait de cette relation qui, pardon de le dire aussi de façon aussi abrupte, mais est une relation d'argent. Et côté français comme côté qatari d'ailleurs, parce que dans mon enquête, moi je suis allée discuter aussi avec les Qataris, ça leur donne des boutons. Je veux dire, c'est une relation malheureusement qui est aujourd'hui pleine d'hypocrisie. C'est vraiment ce qui ressort de cette enquête. Le fait est que la France a des relations diplomatiques avec le Qatar. C'est inutile de s'en cacher, mais ça donne des boutons à n'importe quel politique à qui vous en parlez aujourd'hui. Et ça donne lieu à des réponses à pleurer ou à rire, ou à mourir de rire, d'un membre du groupe d'amitié parlementaire qui en soi déjà est un peu une blague, pardon aussi, mais quand vous n'avez pas de parlement dans le pays d'en face, pourquoi y aurait-il un groupe d'amitié parlementaire ? Voilà, et le membre du groupe parlementaire, d'amitié parlementaire en question, à qui je demande si on peut se voir pour parler des relations avec le Qatar, il me dit je connais pas. Je dis, il me semble que vous êtes dans un groupe qui s'appelle le groupe d'amitié France-Qatar. Il me dit, ah oui, non mais j'y vais jamais. Je dis, mais pourquoi y êtes-vous ? Et il me dit, oh écoutez, vous savez, en face de mon bureau, là je les voyais souvent passer dans la rue avec leurs costumes, là. C'était un peu dédaigneux même. Et donc j'ai dit à ma secrétaire, inscrivez-moi dans le groupe France-Qatar. Voilà. Les réponses cocasses, elles vont d'un Jean-Marie Le Guen qui avait beaucoup de relations, et on en parlera aussi avec le Qatar et qui me dit je ne connais pas ce pays, jusqu'à Rachida Dati qui connaît beaucoup bien aussi ce pays pour avoir beaucoup travaillé avec lui, notamment quand elle était garde des Sceaux, et son directeur de cabinet me répond en tout cas que Qatar, c'est domaine réservé qui devient muet à la seconde où je prononce le nom. Je passe sur tous les épisodes. Vous vous souvenez sans doute de ce voyage des élus de la diversité en 2011 qui sont allés voir l'émir, qui sont revenus avec des promesses de financement et qui étaient, mais alors applaudis à tout rompre par des Nathalie Kosciusko-Morizet, des Jean-Vincent Placé en privé, les mêmes qui en public tapaient sur le Qatar et surtout ne voulaient avoir rien à faire avec eux. Donc c'est une relation qui est compliquée, il faut reconnaître, pour un politique, parce que si vous vous présentez avec eux, vous êtes un suppôt de Daesh, et si vous les critiquez, vous êtes un islamophobe. Il n'y a pas de nuance, il n'y a jamais de nuance. Et c'est en ce sens que c'est compliqué, d'où cette très grande hypocrisie. Alors, si on regarde juste les faits, le fait est qu'ils y sont, quand je dis la classe politique française, pardon d'être un peu général dans un premier temps, mais un très grand nombre, notamment de parlementaires de l'Assemblée sortante, puisqu'elle s'est beaucoup renouvelée, comme vous l'avez remarqué, y est allé.
pour des forums qui étaient un mix de réseautage, de piscine et de quelques conférences aux frais de l'émir. C'est pas méprisant quand je dis ça, mais quand je dis voilà, c'était des conférences qui objectivement n'avaient pas forcément, qui ne nécessitaient pas forcément la présence de 80 parlementaires français comme ça a été le cas dans l'édition de 2013. Et par comparaison, les Britanniques étaient 24, les Américains 47, et nous la délégation française est allée à 80, donc payée par l'émir, avec des politiques d'absolument tout bord, sauf le Front National, j'y reviendrai, j'ai trouvé aucune trace du Front National au Qatar, et pour cause. Mais vous aviez des parlementaires, des anciens parlementaires, un François Fillon, ancien Premier ministre qui vient à 4, des anciens ministres, voilà, tout ce petit monde qui passe 4 jours, très agréable, aux frais de l'émir. Ça a été comme ça, en fait, ça correspond à la période durant laquelle, une dizaine d'années, nous avions en France un ambassadeur du Qatar très actif, qui était Mohamed El-Kouari, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, et qui distribuait ses invitations pour Doha, mais qui également distribuait des prix à coup de chèques de 10 000 €, des prix pour la diversité, des prix en tout genre, qui ont été remis là aussi à droite, à gauche, de Michel Rocard, à Hébert Védrine, à Renaud Deleuve-Vabre, à qui vous voulez, ce qui au final donne lieu à une cérémonie de départ de cet ambassadeur où vous avez à peu près 1000 personnes, avec le toast prononcé par Manuel Valls. Et il y avait, enfin, cet ambassadeur-là a participé à créer une relation assez particulière à une époque où Nicolas Sarkozy était très actif, l'émir du Qatar était également n'avait pas la retenue qu'a aujourd'hui son fils. Enfin, c'était une époque aussi. La politique et les liens entre les pays, je vous apprends rien, se fait au gré de la présence des hommes et des personnalités. Alors on a dit que ça s'est calmé depuis le départ de l'émir, depuis le départ de cet ambassadeur. Il se trouve que les Français, c'est vrai que ça s'est calmé, c'est vrai qu'ils y vont plus à 80 dans ces forums, c'est vrai qu'ils se cachent beaucoup, et c'est vrai qu'ils y vont beaucoup moins. Mais les Français continuent d'aller tendre la main, malheureusement. Durant l'enquête, et je détaille longuement tout ça dans mon livre, il y a plusieurs exemples dont vous avez sans doute entendu parler, mais rentrer dans les détails, et je ne pourrais pas le faire là, mais est intéressant. On a beaucoup parlé d'un Jean-Marie Le Gouen, qui était secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, et qui a fait en sorte de vendre les services d'un de ses amis communicants à l'ambassadeur du Qatar, avec énormément d'insistance. Le même qui me dit qu'il ne connaît pas le Qatar. On a une Rachida Dati qui alors dont on a compris, je ne sais pas si vous avez remarqué, au moment des attentats du Bataclan, elle est devenue très dure, très violente dans ses propos contre le Qatar et sur les liens supposés avec le terrorisme. Rachida Dati, j'ai découvert qu'à cette période-là, elle demande de l'argent précisément aux Qataris, qui la lui refuse désormais. Ce qui vaut aux Qataris effectivement des interventions de Rachida Dati très brutales, dans les médias notamment, mais elle alterne, elle souffle chaud, le froid, elle continue à espérer obtenir cet argent. Alors pourquoi cet argent? Elle demandait plusieurs centaines de milliers d'euros. La rumeur publique a retenu que c'était pour monter une association d'anciens ambassadeurs. Pourquoi pas? Bizarrement, les Qataris ont un peu entretenu cette idée-là. C'est finalement paru sous cette forme-là. Et puis, moi, je cherchais une trace écrite de cette demande qu'on lui avait refusée, me disait-on, côté qatari, et également côté français, à vrai dire. Pour découvrir qu'en fait, il n'y avait pas du tout d'association, et quand j'ai fini par avoir la lettre de refus en main, il s'agissait d'une lettre qui était signée du responsable du Fonds souverain qatari, c'était en juin l'année dernière, en 2016,
et on lui donnait du Your Excellency. Merci pour la formidable opportunité que vous nous avez donnée d'investir dans votre société qui s'appelle Alpha One Energy 2. Malheureusement, ça ne rentre pas dans les objectifs du fonds Qatari et nous ne manquerons pas d'examiner avec intérêt vos prochaines augmentations de capital. Voilà, en cherchant un peu, vous retrouvez cette société enregistrée au Luxembourg. Et tout ça pour dire que quand on dit ça s'est calmé, vous avez une élue, une parlementaire européenne qui se présente comme telle et qui, sous papier, a en tête d'anciens ministres, maire du 7e arrondissement, député européen, va demander de l'argent à un pays comme le Qatar pour une société de placement, en fait. Voilà. Il y a des exemples. Alors, mon bouquin, je l'ai intitulé « La République française du Qatar, petits arrangements et grandes compromissions ». Cette relation trouble, il y a des exemples comme ceux que je viens de citer, mais il y a plein de petits exemples. Vous avez un député, je cite les noms moi, parce que voilà, autant les faits avérés recoupés, un député du Pas-de-Calais qui vient de quitter son mandat, qui ne l'est plus depuis quelques jours, il ne s'est pas représenté, Nicolas Baïs, député du Pas-de-Calais, et qui lui réclamait des voyages par SMS à l'ambassadeur, parce qu'il avait quand même besoin de vacances et pas les moyens de se les payer. Tous ces voyages, tous ces cadeaux, les places au Parc des Princes, que vous voulez, après tout, si on est un peu cynique, moi, ne me poserait pas de problème. Si dans la foulée, les élus poursuivaient leur travail parlementaire, gouvernemental, avec la même indépendance, avec la même rigueur, et parfois avec le même courage, et je pense qu'il en faut, étant donné les enjeux financiers. C'est vrai que c'est peut-être, encore une fois, si on est un peu cynique, c'est compliqué d'aller dire non à un pays qui est le plus riche de la planète en PIB par habitant. Il y a un exemple très frappant de ce travail parlementaire qui n'est pas fait, c'est la Convention fiscale internationale entre la France et le Qatar, qui a fait couler beaucoup d'encre pendant le quinquennat Sarkozy parce que, on a dit, on ne va pas revenir sur sa proximité avec Doha, mais c'est une convention, c'est un texte qui a été signé en 2008, qui était une promesse faite à l'émir par Nicolas Sarkozy en échange, et je le dis aussi clairement parce que c'est écrit dans le rapport parlementaire, en échange du coup de main pour la libération des infirmières bulgares dans des jours de Mouammar Kadhafi. Et c'est un texte qui prévoit l'exonération des plus-values immobilières pour l'État qatari, sa banque centrale, ses entités publiques, et par extension tous les investissements finalement liés à l'émir, à sa famille, et comme au Qatar, tout ce qui est investi est lié à l'émir, à sa famille, on imagine l'ampleur, l'importance de ce texte. Ratification express, on n'avait jamais vu ça pour une convention fiscale, à peine un an, et je vous dis, le rapporteur, qui était Marie-Louise Faure, confirme, écrit noir sur blanc, que le Qatar a sans doute joué un rôle politique fort dans la libération des infirmières bulgares. C'est écrit dans le texte. Moi, naïvement, je pensais que la gauche, en arrivant, qui hurlait contre ce texte de Nicolas Sarkozy en 2008, allait se pencher sur le dossier au nom de la justice fiscale. Eh bien, pas du tout. Et l'une des raisons, c'est que c'est un texte en fait qui ne date pas de l'époque Sarkozy. C'est une convention fiscale qui a été entamée en 90. Michel Charasse était ministre du budget sous Mitterrand. Martin Malvy Michel Charasse était ministre du budget. Ça a été bouclé en 93. Le temps de discuter, ça prend toujours un peu de temps dans les timings normaux. Bouclé par Martin Malvy. Et à l'époque, moi j'ai retrouvé le rapport du sénateur Hamel qui présentait aux parlementaires le détail de cette convention. Et c'est très assumé à l'époque. On explique en gros déjà que le Qatar sent bon gaz, qu'on a déjà 5000 milliards de mètres cubes de réserves prouvées, plus la présence de Total, plus 80% des équipements de l'armée qatari qui sont d'origine française, plus la francophilie de l'émir, plus sa francophonie évidemment. Il est même précisé dans le rapport du sénateur Hamel que la guerre du Golfe a donné une nouvelle impulsion à nos relations bilatérales. C'est écrit. Donc, convention fiscale.
La gauche qui est arrivée au pouvoir avec François Hollande en 2012 est assez lucide, manifestement. Moi, j'ai retrouvé des déclarations de Bernard Cazeneuve, ministre du Budget, en 2013 au Sénat, qui dit « Nul n'ignore que la Convention est particulièrement généreuse à l'égard des investissements qataris en France, qui sont très largement exonérés. Il est clair que nous ne souhaitons pas dupliquer ça, mais rien n'est fait. » Il y a une tentative dans toute cette enquête, parmi les quelques, j'ai envie de dire courageux, pardon, je suis pas là, je ne sais pas qui je suis pour distribuer des bons points, mais il y a une personne qui s'est quand même penchée sérieusement sur cette question, qui était la rapporteure au budget, députée socialiste du Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault, qui devient rapporteure au budget en 2014 et qui se dit « Je vais, au nom de la justice fiscale, demander un état des lieux. Quel est le manque à gagner de cette convention fiscale? Est-ce que c'est 20 millions? Auquel cas, bon, si c'est 200 millions, c'est pas la même histoire. » Elle demande des comptes à Bercy, on les lui refuse. Elle s'efforce de rédiger un amendement au projet de loi de finances, on lui met les bâtons dans les roues tous les jours, jusque dans les couloirs, des coups de coude. Valérie, tu arrêtes. Commission des affaires étrangères, commission des affaires économiques. Valérie, tu vas faire capoter un gros contrat, tu arrêtes. Et cet amendement qu'on avait surnommé, les plus critiques avaient surnommé l'amendement Qatar, est devenu un amendement beaucoup plus large, qui a finalement été adopté, et qui enjoignait le ministère de l'économie chaque année au 1er juillet, donc c'est dans le projet de loi de finances rectificative de 2014, 1er juillet, obligation pour Bercy de rendre des comptes sur le manque à gagner de toutes les conventions fiscales. Et c'est bien là le problème, parce que Bercy a tenu promesse, a fait un état des lieux, un chiffre totalement flou et minoré. Valérie Rabault elle-même me dit j'ai fait des comptes avec une cote un peu mal taillée, mais en regardant tous les investissements des Qataris en France, et elle arrive à 200 millions. Malheureusement, tout ça n'a pas été remis du tout en question à ces jours. Et on pourrait prendre d'autres exemples, mais rien n'a été fait à ce jour sur cette convention fiscale, mais on peut se demander... on peut s'interroger, par exemple, sur un Premier ministre qui s'appelait Jean-Marc Ayrault, qui était maire de Nantes, qui était connu pour être très, parmi les plus fermes et les plus exigeants vis-à-vis du Qatar, et qui a, dans son équipe gouvernementale, un ministre de l'Éducation qui est Vincent Peillon, qui se retrouve à devoir gérer le problème des proviseurs des lycées franco-qataris de Doha, avec des problèmes de programme, avec deux patrons du lycée qui ont été remerciés pour des problèmes de voile, voilà ce qui est dans la loi française. Hein. Vincent Peillon, dans ses discussions avec le procureur du Qatar, se fait offrir un jour une montre dont il ne veut pas, qu'il rend, ce qui provoque la fureur de Matignon, parce que comment ça, on ne va quand même pas fâcher le Qatar. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a plus récemment quelqu'un qui était au Quai d'Orsay, Laurent Fabius, qui voulait absolument, et c'est tout à son honneur, en arrivant en 2012 faire des économies au Quai d'Orsay, mais qui du coup se retrouve à vendre en urgence, de gré à gré, sans appel d'offres, l'un des fleurons, des joyaux du patrimoine français en Europe, qui est le Palais Clam-Gallas à Vienne, qui abritait l'Institut culturel français, qui était un repère pour même les Autrichiens de la présence de la France. On m'a dit que c'était le centre Pompidou de Vienne, et qui a été vendu. L'ambassadeur de France, qui j'en ai longuement discuté, m'a dit on a clairement compris tout de suite que Laurent Fabius voulait que ce soit vendu au Qatar. Voilà. Et donc, de gré à gré. Et la liste est très longue, malheureusement. Juste un mot, parce que dans cette enquête, j'ai croisé aussi des rebelles. Des gens, ou prétendus rebelles, pour beaucoup, qui, malheureusement, à chaque attentat, donne de la voix pour réclamer une révision des relations diplomatiques avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, en l'occurrence. Ça a été très présent pendant le débat de la primaire de la droite.
et vous entendiez ça beaucoup dans la bouche de François Fillon, de Rachida Dati, de Bruno Le Maire, qui a été directeur de cabinet de Dominique de Villepin à Matignon, donc qui connaît bien les sujets, qui voulait aussi revoir les relations diplomatiques avec le Qatar, qui est aujourd'hui, tiens, à Bercy. On peut peut-être attendre quelque chose, on va bien voir. Si ce n'est que, moi je suis petite info aussi, sur laquelle je tombe pendant cette enquête, à 6 jours du premier tour de la primaire, précisément pour son dernier meeting, le même Bruno Le Maire qui m'expliquait vraiment l'extrême vigilance et à quel point il était critique sur ce pays, envoie une jolie lettre à l'ambassadeur du Qatar pour l'inviter à son dernier meeting. Your Excellency, au nom de l'amitié entre nos deux pays, vous me feriez l'honneur voilà, de venir assister à mon dernier meeting. Emmanuel Macron a été très ferme aussi dans l'entre-deux tours, notamment il y a un meeting, il n'en a pas tellement parlé pendant sa campagne. Dans l'entre-deux tours, il y a un meeting à Lyon où il évoque la convention fiscale, où il évoque des comptes qu'il faudra aussi demander aux Qataris, une transparence qui est défaillante. Il a dans son gouvernement donc Bruno Le Maire dont je viens de parler, Jean-Yves Le Drian qui a vendu les 24 Rafales il y a 2 ans aux Qataris et qui les connaît très très bien. Encore une fois, on a des relations diplomatiques avec le Qatar, allons-y. Et là, je ne fais pas de procès d'intention, mais ça va être très intéressant d'observer quelle attitude aura ce nouveau gouvernement. Un mot pour finir. Parmi les rebelles, je les mets dedans parce que eux aussi cognent très fort sur le Qatar, ce sont les membres du Front National. Avec une particularité qui est le fait que Florian Philippot, député européen, est le seul, quasiment dans l'histoire récente en tout cas, qui soit poursuivi directement en justice par un État, par l'État du Qatar, précisément pour des propos très critiques sur le financement du terrorisme, le soutien à l'islamisme. C'était au moment des attentats également, de Charlie et autres, et donc le Qatar a porté plainte. Moi je suis allée voir Florian Philippot, très curieuse de savoir, en me disant tiens lui, parce que tous ces gens accessoirement les plus critiques prétendent ne pas avoir d'éléments précis. Donc je me dis, il est en justice contre le Qatar, il doit avoir des dossiers, il a dû chercher au moins. Et je m'aperçois, pas du tout. Il sort son smartphone, il me dit ah oui si attendez, il y a un ministre allemand là, comment il s'appelle, qui a dit les mêmes choses que moi. Alors il cherche dans son smartphone. Ça se limite à peu près à ça, sa documentation du sujet. Et en fait, en cherchant un peu, je me suis dit mais pourquoi cette dureté du Qatar? J'apprends que les Qataris ont tenté de le rencontrer à de multiples reprises, que lui a pris un malin plaisir à refuser d'aller les voir. Il se trouve que assez vite, on tombe sur une autre information qui est que le Front National a été financé, l'est peut-être toujours, pour certaines de ses activités, notamment un voyage de Marine Le Pen en Égypte, par les Émirats Arabes Unis, par le voisin. Ceci explique sans doute cela. Je vais m'arrêter là simplement pour vous dire que je ressors de cette enquête. Comment dire, le Qatar agit comme une sorte de révélateur de l'état de la classe politique française, malheureusement. J'ai parlé de quelques courageux, il y en a d'autres. J'ai aussi eu beaucoup de retours d'une très grande vulnérabilité de cette classe politique française, et l'actualité récente, malheureusement, nous le montre à nouveau. Je suis très frappée par cette très grande hypocrisie, je suis très frappée par le manque de curiosité de tous ces élus des groupes parlementaires d'amitié qui me disent « Ah non, mais je veux dire, quand je dis manque de curiosité, la moindre des choses quand on est dans cette relation, quand on essaie de savoir si on doit ou non interrompre cette relation, la modifier, etc., c'est de chercher, c'est de... or, voilà, je suis souvent tombée sur alors dans les groupes d'amitié parlementaire, on me dit non, l'ambassadeur nous a dit qu'il n'y avait pas de problème avec toutes ces histoires de terrorisme là, voilà, dont acte. Y compris dans les
les grandes déclarations qui consistent à dire on va tout remettre à plat, très peu ont réellement réfléchi aux conséquences que ça aurait, ce que ça implique réellement. Donc voilà, le tableau n'est pas très reluisant, mais c'est un autre regard sur le Qatar.